C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux manifestations en Tunisie. Je suis toujours en compagnie de mes deux invités, Madame Nassima Ouhab, docteur en sciences politiques. Vous êtes spécialiste des transitions politiques et économiques dans le monde arabe et musulman. Merci d'être resté avec moi. J'ai le plaisir également d'être en compagnie de Madame Nadia Chaban, ancienne constituante tunisienne. Vous êtes l'auteur de chronique d'une constituante 2011-2014 qui va sortir dans quelques jours, précisément le 26 janvier 2018 et publiée aux éditions Déméter. Merci. Merci à vous également d'être resté avec moi. Il y a 7 ans, les Tunisiens ont fait la révolution pour mieux se porter, pour aller mieux, en tout cas, espérait-il, en chassant du pouvoir Ben Ali. 7 ans après le départ, 7 ans après le départ donc, de l'ancien président, le malaise social est encore profond, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. La Tunisie de nouveau plongée dans la contestation sociale. Ils sont nombreux à manifester à travers le pays pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité et l'abrogation de la loi de finances 2018. Elle prévoit une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée, la création de nouvelles taxes, la hausse des impôts et de la taxe sur la consommation et un déficit budgétaire de 5% du produit intérieur brut, entre autres. 7 ans après la révolution de Jasmin, ces mesures sont interprétées par certains Tunisiens comme une trahison des promesses de relance économique. On peut parler d'acquis, de réussite incontestable sur le plan politique, notamment en matière d'instauration d'un système démocratique, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire aujourd'hui, notamment l'obligation d'une cohabitation. Aujourd'hui, parmi les acquis, il y a une liberté de parole. Toutefois, on ne peut pas renier qu'il y a beaucoup de problèmes, ajoutés à une situation économique désastreuse qui a engendré une forme de désintérêt total du citoyen, de la vie politique, un désintérêt qui se fait sur un fond d'un manque total de confiance en cette nouvelle classe politique. La corruption, le clientélisme, le lobbying qui ont augmenté et qui ont aggravé cette déception des Tunisiens. Le déséquilibre aussi entre les régions, l'exclusion de plus en plus grave des classes les plus pauvres, le chômage des jeunes et surtout des femmes. Sur le plan démocratique, les mentalités ont beaucoup évolué depuis 2011 selon certains observateurs et la liberté d'expression est devenue une réalité, notamment sur les réseaux sociaux. Sur le plan politique, le défi reste l'organisation des élections municipales reportées à plusieurs reprises alors que depuis 7 ans, les municipalités sont sous délégation spéciale. L'adoption de la loi d'amnistie sur la corruption en septembre 2017 continue de diviser les Tunisiens sur la politique de lutte contre la corruption. Le citoyen tunisien, ce qui se dit, c'est que cette loi de finances, elle aggrave une situation d'injustice. Le simple citoyen, il pense que le système fiscal n'est pas juste. La loi sur la réconciliation, elle augmente ce sentiment d'injustice. Pourquoi tolérer aux autres qui ont profité de l'ancien système, leur donner cette amnistie et en contrepartie, le simple citoyen, il va payer pour les fautes de ces personnes-là. Il ne faut pas que des gens fassent des sacrifices et que d'autres, au contraire, continuent à s'enrichir et que la classe moyenne continue à payer pour sortir le pays de cette crise économique. La croissance de l'économie tunisienne est passée d'1,9% en 2011 à un peu plus de 2% en 2017, avec à la clé un taux de chômage de 15% et une inflation en glissement annuel estimée à plus de 6%. Dimanche 14 janvier, jour du 7e anniversaire de la Révolution, l'Union générale tunisienne de travail, principale centrale syndicale, a appelé à manifester. Madame Ouhab, vous êtes, je le rappelle, spécialiste des transitions politiques et économiques dans le monde arabe et musulman. Commençons cette partie par ce que dit par les propos d'une manifestante. Elle s'appelle Henda Chenaoui. Elle dit, je la cite, « Il y a une transition politique avec des élections libres. Maintenant, nous attendons le changement économique que nous réclamons depuis le début de la révolution. Il est temps de réaliser les objectifs de justice sociale de la révolution. Nos dirigeants n'ont plus d'excuses. On va leur mettre la pression, il faut renverser le rapport de force. »
qu'est-ce qui, à vos yeux, empêche au fond la mise en œuvre de réformes économiques pour que effectivement les revendications de la révolution en termes social et économiques soient satisfaites, au-delà de la question de projet et d'entente politique ou de qualification qu'évoque Mme Chaban? Écoutez, on a beaucoup d'éléments, plusieurs d'ailleurs, qu'on ne peut pas dissocier. Chacun est lié à un autre. Voilà, tout est lié. On a, premièrement, la situation politique fragile de la Tunisie post-révolution. Lorsqu'il y avait Ben Ali au pouvoir, tout le système économique était miné, parce qu'on a la famille du président qui avait la main sur toutes les entreprises, les grands secteurs de l'économie tunisienne, oui. Voilà, on avait donc ce manque justement de revendication, on ne pouvait pas réclamer ses droits en tant que citoyen. Donc on a pris l'habitude pendant un certain temps de ne pas réclamer justement. Et là, l'occasion s'est présentée avec l'indépendance politique lorsqu'on a réussi à instaurer enfin la démocratie entre guillemets en Tunisie, ce qui lui a valu d'ailleurs en 2015 le prix Nobel de la paix. Ça reste un très bon exemple dans le monde arabe. C'est très rare d'aboutir à un consensus finalement auquel le peuple est consenti. Voilà, c'est un dialogue national qui est fort et qui envoie un signal pour d'autres pays de la région. Ce qu'on n'a pas constaté en Libye lorsque Kadhafi était assassiné. D'un autre côté, la situation de la Tunisie après Ben Ali était catastrophique économiquement. Pourquoi? Parce qu'on essayait de remettre en cause les acquis de la famille de Ben Ali et son épouse. Donc restituer les biens et les acquis qu'ils avaient. Donc on a même demandé aux banques internationales de restituer les avoirs de la famille Ben Ali, c'est quand même quelques milliards de dollars. C'est une somme non négligeable qu'on peut injecter dans l'économie nationale. Mais comme les gouvernements successifs ont voulu y aller vite, sans une vraie feuille de route, parce que lorsqu'il y avait les plans d'ajustement structurel à partir des années 86 en Tunisie, sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale, on avait une certaine feuille de route avec des résultats à l'appui. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. On avait une certaine feuille de route qu'il fallait suivre et aboutir au bout de 3 ans à combler la dette, à payer le service de la dette, ce que d'ailleurs la Tunisie a réussi à faire. Elle a réussi de payer sa dette 3 ans avant l'arrivée de l'échéance. Donc c'est un programme qui a marché. Mais aujourd'hui, la Tunisie je n'ai pas la même lecture du plan structurel. C'est quelque chose qui a marché quand même, qui a donné des résultats sur le terrain. Dans un calcul financier, à quel prix? Avec 20% de la population qui vivait et 80% qui survivait, et avec 20% qui étaient complètement oubliés. C'est-à-dire qu'il y avait de telles inégalités à l'intérieur de la société, parce que la croissance des 6% de Ben Ali, qu'on a connue depuis l'indépendance en non-stop jusqu'à la chute de Ben Ali. Justement, parce qu'il y a vu cette ouverture économique. C'est une croissance qui profitait à une partie de la population et non pas à la totalité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je crois que c'est ce qui nous a un tout petit peu mis un peu aussi dans une situation compliquée, c'est aussi ce plan structurel. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est acheminé. Ben Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheminé à être le bon élève de la Banque mondiale. Du FMI et de la Banque mondiale. À devoir grignoter sur le service public, à aller vers une privatisation, et il y a un pan entier de l'hôpital public qui a été abandonné, des services sociaux. Ils enfermaient les jardins d'enfants et les crèches, ils enfermaient énormément de dispositifs. Et du coup, je veux dire, si on se retrouve aujourd'hui dans des situations économiquement compliquées, c'est la preuve même que ce modèle a échoué et n'est pas du tout à reproduire. Je ne pense pas qu'il a échoué ou bien qu'il n'est pas à reproduire, parce qu'il y a quand même quelques pays qui l'ont adopté, y compris la Tunisie. C'est vrai qu'il était mal exploité. Oui. C'est normal que le FMI, lorsqu'on accorde, bien la Banque mondiale, lorsqu'on accorde un crédit à un État, on attend des résultats. Il y a des conditionnalités. On a des conditions très strictes. Aujourd'hui, la notation de la Tunisie a baissé
elle est à B1. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de crédibilité auprès des institutions financières internationales. Ça m'affole pas du tout. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Oui, mais il faut regarder, dans l'ensemble, on ne voit pas un seul élément. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Il y a certains éléments qui sont enchaînés, indissociables, qu'il faut regarder l'un attaché à l'autre. Si on analyse chaque élément séparément, on n'arrivera pas à une solution. Il faut chercher saisir les problématiques dans la globalité. Il y a un problème de modèle de développement. Il y a un problème de modèle de développement. Mais ça, c'est pas propre à la Tunisie, c'est propre à... Voilà. On est tout à fait d'accord. On est en train de payer le prix d'un certain nombre de choix économiques qui ont été faits sous l'impulsion et l'aide et grâce aux subventions et aux aides et aux dettes contractées avant, qui ont amené le pays vers des choix précis et qui sont des choix de dépendance. Et non pas d'indépendance. On est d'accord, tout à fait d'accord. Et on est en train de payer la facture de ces orientations-là. On se retrouve avec un secteur touristique qui est précaire et qui emploie peut-être beaucoup de monde quand ça fonctionne, mais qui est précaire et qui pèse sur le budget de l'État. Il ne faut pas croire que ça rapporte beaucoup d'argent. Non, ça fait travailler du monde. Le contexte sécuritaire n'est pour quelque chose aussi. Mais je ne parle pas de la chute de la crise actuelle. Je parle du choix stratégique du tourisme bas de gamme qu'il a mis en place et il a misé sur un secteur qui finalement prouve bien ses limites. Parce que dès qu'il y a une crise, il est balayé, sans parler de la précarité des salariés dans ce secteur. Il faut voir, entre les saisonniers et autres, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement fragile en termes de construction. Moi, je réfléchis, quel modèle Moi, je réfléchis plutôt, pas en taux de croissance, mais en taux de développement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les indicateurs de développement de la population. Ce qui m'intéresse, c'est la distribution de la richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas normal, et d'ailleurs, ces jeunes 600 dans la rue, c'est pour rappeler que tous les jours, il y a des grands restaurants et des grands bars et des salons de thé autres à coups de milliards qui s'ouvrent, avec de l'argent un peu douteux et de nouveaux riches, alors que eux ne savent pas ce qui les attend le lendemain et n'ont pas de quoi se payer leur transport. Le modèle a échoué, dites-vous. Quel autre modèle pensez-vous pour votre pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se retourne vers quelque chose qui soit un peu plus réfléchi sur la durabilité et qu'on ne doit plus miser sur il y a des réformes à engager, on a des secteurs économiques qui peuvent être développés où on a des savoir-faire, mais il faut réorienter complètement la stratégie de l'État aujourd'hui sur ces secteurs-là. On a les biotechnologies, on a acquis énormément de compétences. Je dirais, il y a énormément de laboratoires de fabrication de médicaments en Tunisie, toute l'Afrique est demandeuse. C'est vrai. On reste tributaire de quelques labos ici qui empêchent finalement l'accès à la santé à tout un continent. On a développé énormément de savoir-faire, on développe pas mal de choses en Tunisie et il faut accompagner le secteur. Vous dites que le modèle a échoué dans le choix de ses priorités. De ses priorités, bien évidemment. Aujourd'hui, il faut arrêter sur les derniers mois, il y a je ne sais combien de centaines de franchisés qui ont débarqué en Tunisie. Des franchises qui ouvrent... Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le monde entier se ressemble et qu'on trouve les mêmes enseignes dans tous les pays du monde? Mais ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est la mondialisation, la question du chômage, en ouvrant effectivement... Ça ne règle pas le problème. Et on voit le résultat aujourd'hui. Ça ne règle pas le problème du chômage, ça crée de la frustration encore plus et ça tue l'industrie locale, ça tue la production locale, ça tue les marques locales. Donc à un moment, il faut aussi être un tout petit peu plus dans la protection et de mettre en place des outils. Tous les pays en période de transition peuvent bénéficier d'une suspension des accords de libre-échange, le temps qu'ils se restructurent, qu'ils se remettent sur pied. On ne veut pas utiliser cet outil en Tunisie. On se refuse d'utiliser cet outil de peur des notations et compagnie, alors qu'on a besoin de consolider l'existant et de le renforcer et d'aller vers quelque chose qui tienne la route sur la durée. On a besoin aujourd'hui de travailler sur de l'agroalimentaire, sur des secteurs qui sont où il y a de la marge de manœuvre, parce qu'on a énormément de potentiel. Absolument. Sur les TIC, où on doit faire un vrai travail, parce qu'on a des savoir-faire également. Les partenariats sont à démultiplier et à varier. On ne peut pas rester tributaire des mêmes.
et sous la coupe des mêmes. Évidemment, vous avez raison de parler de potentiel. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers quelque chose de plus radical en termes de réforme. En termes de réforme, effectivement. Par rapport à des modèles qui ont failli. Et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays à fort potentiel comme la Tunisie, qui est présenté, dont la jeunesse est présentée comme, en tout cas, la jeunesse la mieux éduquée, la mieux formée de la sous-région. Les pistes sont là, effectivement, mais la situation est potentiellement explosive. Mais comment éviter l'implosion sociale? Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite.